Donc, troisième intervention, on va parler un tout petit peu de la composition de l'eau. Ça va vous permettre de mieux comprendre après tout ce qui est comment on choisit les méthodes d'analyse et comment on choisit les méthodes de traitement. Et notamment dans le traitement, c'est pas tant de comprendre quelle étape on choisit, mais dans quel ordre on le fait. C'est presque ça qui est le point discriminant, c'est d'optimiser le bon ordre de traitement. Là, on est en train de parler par exemple de chloration. Si tu chlores au début, il va y avoir beaucoup de matières organiques qui vont subir une chloration, notamment des composés aromatiques. Et tes composés aromatiques, si tu fais une substitution nucléophile aromatique, électrophile aromatique, tu vas avoir un organochloré, et lui, c'est un polluant prioritaire qui est très embêtant. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut t'arranger qu'il n'y ait presque plus de matière organique pour pouvoir lancer ta chloration après. L'eau, c'est pas que de l'eau, d'accord. L'eau est un besoin vital. Depuis le début, euh, ah ben en fait j'ai squeezé une partie de la. Alors pardon, j'ai dû mélanger la partie historique. On va voir ce que ça donne. Parce que j'ai refait les diapos et visiblement la partie compo, soit j'ai totalement squeezé parce que j'ai vu les diapos de Maxime, mais bon. Donc là, dans l'idée, on va rediscuter sur la partie historique, et sinon je ferai des compléments à l'oral. Euh, Toute société, en fait, on a même pas à l'échelle de la société, on va dire, tous les humains ont besoin d'eau et d'eau potable pour vivre. Alors, longtemps c'était l'eau de pluie, mais plutôt les eaux de surface. Et on avait des captations, des puits, des eaux de rivière qui étaient captées. Il n'y a aucune ville sans une gestion de l'aménagement en eau potable. Des circuits d'irrigation et longtemps ça a été aussi mutualisé, c'est-à-dire qu'on avait une fontaine qui distribuait de l'eau potable et les gens allaient chercher l'eau quotidienne à la fontaine par exemple. Et ça, on parle depuis le début. Hein. Les premières villes, Jéricho et tout ça, avaient forcément une gestion de l'eau. Le réseau de distribution est naturel, par exemple, entre les villes. En fait, il s'agit des différents cours d'eau ou artificiels. Donc, on connaît par exemple les aqueducs romains dans la Gaule antique, qui étaient pour la Gaule les premiers réseaux de distribution d'eau à large échelle, qui fait que tu peux imaginer une ville à un endroit où il n'y avait pas forcément de point d'eau, parce que les aqueducs étaient capables d'apporter une quantité d'eau importante sur des longues distances. Jusqu'à même le 19e siècle, il y avait des porteurs d'eau, des gens dont le métier c'était justement d'éviter la corvée à certaines personnes, mais qui peut-être ne pouvaient plus se déplacer, d'aller chercher de l'eau à la fontaine et ramener ça, notamment sur Paris. Et moi j'ai vécu au Mexique, on est en 1993. Surtout que l'eau du robinet au Mexique, par exemple, n'est pas de très bonne qualité. On achetait des gros bidons de 20, 30 litres que des porteurs d'eau avaient sur le dos et en chariot. Donc ils passent dans la rue et ils disent agua, agua, se dire eau. Alors je ne vous cache pas que ce ne sont pas forcément des métiers faciles. Et, à Londres notamment, il y a toute des histoires sur les porteurs d'eau à certains moments. Euh, Avec l'arrivée de l'artisanat, donc là par exemple dans la famille Liebig, on parlait d'apothicaire, avec la fabrication de colorants. Donc des colorants qui étaient en milieu aqueux, qui étaient remplis de matière colorée
Et donc là, ici, il n'y avait pas de traitement. Ils relarguaient ça directement à la rivière. La qualité va se dégrader. La densité de population fait que la densité et la concentration de matière fécale au mètre carré se dégrade et l'épuration naturelle dans les cours d'eau n'est pas suffisante. De fait, les premières villes le savaient déjà et avaient déjà installé des bassins d'aération, c'est-à-dire en gros des zones tampons où l'eau elle est laissée à l'air libre et va tranquillement, en fait, sous une forme d'épuration naturelle, et ça existe encore, hein, c'est le lagunage. Et il faut le faire à l'air libre pour qu'il y ait une oxydation à l'air libre. À partir de là, on arrive, on va dire que ça démarre fin du 18e, début 19e. Donc ici, on est sur la révolution industrielle. C'est-à-dire que euh, euh, à partir de l'arrivée de la machine à vapeur, du charbon, des grandes industries vont commencer à arriver. Et ici, notamment, vous avez une photo de Jean-Antoine Chaptal, qui était la seconde fortune de France. Il était aussi le ministère de l'Intérieur. Donc faut un peu imaginer que il avait l'équivalent du poids du ministère de Bercy, tout en étant ministère de l'Intérieur. C'est lui qui développe les premières usines de fabrication d'acide sulfurique, qui était utilisé actuellement comme engrais. Donc à l'époque, on mettait de l'acide sulfurique pour amender les sols. Euh, C'était fortement encouragé pour que les rendements des sols s'améliorent, parce qu'il fallait nourrir la population pour pouvoir partir à la guerre, etc. Et vous doutez bien que quand on fabrique de l'acide sulfurique, les rejets seront probablement pas de très bonne qualité. Alors, notamment ce genre de. Déjà, d'une part, euh, ça fait des vapeurs noires avec de la suie qui est soufrée, qui sent pas bon. Et les rejets sont acides et vont dégrader les cours d'eau. De fait, les gens ils l'ont très vite constaté, ils allaient pêcher et tous les poissons étaient déjà crevés. Donc il y avait des ventres de poissons qui se baladaient. Donc ils se sont plaints localement en disant là ce qu'ils font ça me semble pas tout à fait naturel. Et il est membre de l'Académie des sciences, hein, Chaptal, c'est un scientifique de formation. Et il reçoit et il commande un rapport à l'Académie sur le problème de santé des odeurs de manufacture et de leur impact sur l'eau. On est en 1805, hein, donc on a passé la Révolution française. On est sur un système, donc là, avènement bientôt de Napoléon, mais voilà, donc on est sur un moment où la volonté du peuple compte un petit peu. Donc en fait, ça a été pris au sérieux. Les scientifiques ont essayé réellement de comprendre ce qui se passait et ils en ont déduit qu'ils n'avaient pas le niveau de compréhension, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas euh, quel était par exemple le processus ou qu'est-ce qui se passait exactement dans la suie ou qui avait un impact comme ça sur l'environnement, mais qu'en tout cas l'impact était pas négligeable, il était visible et il était flagrant. Mais on va rentrer en guerre, mais c'est le moment où le progrès scientifique promet beaucoup de choses. Et donc en fait, le point d'équilibre qui a été choisi, c'est de déplacer les fabriques plus loin des villes. C'est-à-dire que l'usine, on l'isole et on met ça à côté. Donc on n'a pas traité quoi que ce soit, hein, on l'a juste déplacé. Sauf que les gens qui travaillent dans les usines, bah, ils vont pas non plus habiter trop loin. Hein, on est en 1805, il n'y a pas de transport commun actuel à l'époque. Et donc là ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, on va fabriquer des banlieues. C'est un peu ça la conséquence, c'est que voilà, Boulogne-Billancourt,
qui est maintenant dans Paris, mais clairement c'était des usines, des gens qui habitent à côté des usines. Donc s'il y a des gens qui habitent à côté des usines, bah, tu vas faire une boulangerie, une boucherie, une école, etc. Et en fait tu crées des villes à côté des autres villes, des grandes villes. Et c'est cette banlieue-là qui se prend toute la pollution. Donc c'était loin d'être parfait, mais faut aussi imaginer que ça faisait 10 ans que Lavoisier avait cassé la théorie des quatre éléments, qu'on avait fait une nouvelle nomenclature, qu'avec la nouvelle physique et la nouvelle chimie, il y avait on domestiquait l'électricité. Enfin, il y avait un sentiment que rien ne pourrait arrêter le progrès. À cette époque-là, en termes de qualité de l'eau, comment on travaillait? À l'aspect, déjà. Il fallait que l'eau soit pas trouble. Par exemple, elle peut pas être violette. On parlait des colorants. Clairement, si l'eau elle a une couleur violet, bleu, il faut quand même que quelqu'un te certifie qu'elle soit potable, parce que sinon, consciemment, toi, enfin, le plus sain, c'est d'essayer de boire de l'eau transparente. Mais ça ne veut pas dire que si elle est transparente, elle est potable, hein. Mais donc il y a cet aspect-là, le goût et la couleur. Alors le goût, c'est pas une méthode analytique que l'on continue à pratiquer, hein, parce que ça met en danger le- le- la personne qui fait l'analyse, mais surtout, on peut tout à fait avoir des poisons qui sont sans goût. Et la qualité pour le milieu aquatique. Alors d'après vous, comment on juge de la qualité du milieu aquatique au XVIIIe siècle? En fonction du biotope, C'est-à-dire, c'est sûr qu'on n'aura pas confiance en une eau dans laquelle les poissons sont morts, par exemple. c'est ça. Et juste au passage, c'est encore maintenant que l'on définit certains critères, c'est-à-dire qu'il y a certains poissons que on élève qui sont très sensibles à des pollutions, et si 50% de la population meurt en tant de temps, eh ben, on a un indice de mortalité 50 pour 50% qui est de temps. Et voilà, et comme Mohamed le dit, on n'a pas confiance dans une eau où les poissons meurent. Donc ça, c'est le point de vue au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, donc là, suite après aux premières lois, etc., et les scientifiques ont bien vu ils connaissent pas tout, on va faire des grands progrès en termes de médecine sur la bactériologie. Hein. C'est à ce moment-là où il y a des gens qui vont avoir des travaux très importants, qui vont essayer de démontrer qu'un médecin qui ne se lave pas les mains, il va générer une mortalité. Et c'était pas inné ça, hein, au passage, hein. À un moment donné, les médecins, comme ils étaient formés et qu'ils avaient prêté serment, ils étaient presque protégés par Dieu ou protégés par quelque chose qui faisait qu'ils ne pouvaient pas apporter la mort. Et en réalité, donc on va commencer à parler d'hygiène publique quand on va commencer à comprendre ce genre de choses. Juste au passage, euh, chez les Sumériens, il y avait une hygiène publique qui était probablement supérieure parce que eux, c'était pas encore formalisé, mais ils avaient constaté que l'utilisation de savon réduisait la mortalité voilà. Et c'est des choses qui ont été à peu près perdues après. Euh, donc là, ici, en 1852, se crée le Conseil supérieur de l'hygiène publique, qui va justement commencer après, en fonction des résultats des avancées en bactériologique, à comprendre le point principal, c'est l'importance, par exemple, des matières fécales dans tout ce qui est dysenterie et maladie. D'où, en 1893, on arrive à des premiers traités sur l'épuration des eaux, c'est-à-dire le travail de euh, d'ingénierie nécessaire pour rendre une eau un peu plus correcte avant de la relarguer. Et l'objectif de l'hôtel, c'est qu'elle soit fraîche, limpide, sans odeur, avec une saveur faible, peu de matière étrangère, suffisamment d'air en dissolution. Donc ça, c'est assez nouveau et c'est encore à l'heure actuelle un critère important. Et pas de contamination par des organismes pathogènes.
Donc là, ça y est, on a un critère beaucoup plus spécifique, avec d'ailleurs au passage, une quantification, c'est-à-dire pas de contamination. Et encore à l'heure actuelle, par exemple, pour la production d'eau potable, c'est zéro Escherichia coli. Au XXe siècle, on va rester à peu près sur la même chose, sauf que l'on va rajouter plus de quantification. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des critères quantitatifs beaucoup plus détaillés, avec une liste de polluants spécifiques. On retraitera dessus en dernière diapositive. Donc en Europe, il y en a 62, il y en a 80 aux États-Unis. Enfin, ça, c'était avant Trump. Je ne sais pas s'il n'a pas par hasard allégé ce genre de choses. On est donc là, au début du 19e siècle, sur vraiment la conséquence de la révolution industrielle. C'est-à-dire que entre le 18e, le début de Chaptal, Napoléon et le milieu du 19e siècle, on va transformer la société anglaise, française, allemande entre une société agraire et artisanale, c'est-à-dire avec beaucoup d'agriculture et des artisans, en une société commerciale et industrielle. Industrielle veut dire une production de masse. Et quand tu produis en masse, tu génères des déchets en masse. Alors ça c'est possible grâce aux hauts fourneaux, l'arrivée et la maîtrise de l'acier, la pile, mais beaucoup la locomotive et les machines à vapeur. Donc avec le train, on voyait le train c'est en 1840, hein, on a des déplacements de marchandises. Ça veut dire qu'une usine qui est dans le Maine-et-Loire peut envoyer ses marchandises beaucoup plus vite, un peu partout, et tu n'as plus besoin de petits centres de production. À côté, on commence à comprendre beaucoup mieux ce que sont les atomes, les molécules, on fait de l'analyse élémentaire, on comprend mieux les engrais. C'est à ce moment-là que travaille Liebig, c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre en disant ah tiens, l'azote c'est bien aussi pour les engrais, etc. C'est à ce moment-là qu'on commence à savoir ce qu'est un alcool, une amine, et c'est une période où honnêtement, en tant que scientifique, les gens avaient l'impression de défricher, de découvrir, de pénétrer dans des secrets et de quelqu'un qui développait une idée euh, pouvait l'avoir, si on reparle du chlore, Berthollet trouve le fait qu'un mélange de chlore dans de l'eau fait de l'hypochlorite qui a un pouvoir désinfectant très fort. Et donc là, il est sur une ville qui s'appelle Javel. Il va fabriquer une usine avec de l'eau de Javel. Ça va devenir quelque chose d'international. Et on est sur maintenant sur ça va être par exemple Nobel qui va stabiliser la nitroglycérine, va fabriquer la dynamite et va passer à une échelle industrielle avec de la richesse, avec une capacité d'explosion beaucoup plus forte qu'avant. Donc on voit le monde changer rapidement, s'internationaliser avec des premiers conflits à l'international, mais avec des grandes puissances coloniales, etc. En Europe, dans l'Occident, je pense qu'à cette époque-là, les gens avaient l'impression que, certaines personnes avaient l'impression que c'était une marche en avant euh, euh, assez folle et que ça allait être génial. C'est à la période aussi, donc là on est plus 1860 au passage, où arrive le préfet Haussmann à Paris. Il va, donc vous avez peut-être déjà entendu parler des boulevards haussmanniens. En fait, il va totalement réaménager la ville. Alors, il n'y a pas que ça. Ça va être à ce moment-là où des petites villes à côté vont être englobées dans Paris. Donc, tout ce qui est Montmartre, Belleville. En fait, Paris va presque doubler de taille. Et il va rajouter une création d'un réseau de distribution d'eau courante. Pour l'instant, à cette époque-là, c'était des fontaines et des égouts. Et encore, les maisons n'étaient pas obligatoirement reliées aux égouts.
c'était sur une base de volontariat, etc. Et il y avait aussi plutôt des égouts, on va dire, sur la voie commune, etc. Donc là, ils vont vraiment rajouter du tout à l'égout. Donc là, par exemple, à cette époque-là, c'était pas question de faire un réseau séparatif, eau de pluie, égout. C'était un seul canal, etc. Donc à Paris, il y a des zones où il y a pas de réseau séparatif. Les égouts de rue amènent en fait au tout à l'égout. Euh, donc, il rajoute par contre la création d'un réseau de distribution d'eau courante. Alors, au passage, il y a plein d'histoires hein, sur ce genre de choses, mais euh, il voulait facturer. C'est-à-dire qu'en réalité, à un moment donné, la fontaine, c'était un bien public. Par contre, si tu voulais le réseau à la maison, il fallait payer. Donc, en gros, il y a toutes les petites histoires, des petites subtilités. Mais ce qui se passe, c'est que Paris est une des premières villes à avoir un réseau d'eau courant et un tout à l'égout, des grands boulevards, et ça va inspirer déjà le reste de la France et une partie de l'Europe. Alors, légèrement en amont, il y a Londres qui travaille, mais Londres c'était par quartier, donc c'était très compliqué en fait. Je vous ai peint ici une vision très progressiste, c'est-à-dire en fait euh, des, le, la frange de la population qui était totalement hop là, euh, persuadée que le progrès c'était vers le mieux, mais dès le début, il y a eu un mouvement de personnes qui disaient on ne va pas forcément vers la bonne direction. Alors en fait, au passage, ça s'appelle le romantisme. C'est-à-dire que être romantique, c'est pas forcément être la personne qui apporte une rose à un rendez-vous. C'est un courant philosophique et artistique qui met en avant la beauté de la nature, notamment sans intervention humaine ou une intervention contemplative. Donc là, vous avez par exemple un, un tableau de Caspar David Friedreich, donc on est en 1817, hein, d'un voyageur qui contemple une mer de nuages. Ou alors à droite, vous avez un romantique qui découvre en fait la vallée du Yosémite. Là, on est sur la conquête de l'Ouest, notamment les premiers séquoias. Enfin, si un jour vous voyez un séquoia, je vous encourage, hein, si jamais vous allez dans les États-Unis, à plus que le Yosémite, mais aller presque au Sequoia National Park, parce que le Yosemite, ça ressemble un peu aux Alpes, c'est grandiose, hein, mais ça ressemble aux Alpes. Le Sequoia National Park, un séquoia, un vrai séquoia, parce qu'on en a en France, mais ils sont tous ultra jeunes. Un vrai séquoia qui a plusieurs milliers d'années, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand tu as vu ça, tu as envie de peindre ce genre de tableau, de glorifier un peu effectivement la nature. Et en fait, à l'époque, il y a eu des courants romantiques, même chez les chimistes, avec une discussion en disant dites là ce que l'on est en train de faire, vous pensez que ça va dans la bonne direction là? Mais on n'avait pas le niveau technologique et surtout en fait le progrès a diffusé dans les classes sociales, a apporté une meilleure condition sur les classes sociales qui étaient défavorisées, même si en partie la révolution industrielle a aussi créé énormément de chômage et des conditions de vie épouvantables, hein. Mais il y a eu, avec les engrais, de la nourriture en plus grande quantité, la fin de famine au début du XXe siècle, etc. Et ce qui fait que la voie des romantiques a été pendant longtemps décrédibilisée, ou justement d'ailleurs au passage reléguée uniquement sur la partie artistique. Et jusqu'à un point où pour vous un romantique c'était uniquement quelqu'un qui fait de la romance. Et en fait les mouvements écologistes actuels sont, quand on regarde bien, sont totalement reprennent en fait les idées au départ, mais cette fois-ci avec des données scientifiques et un recul scientifique qui est beaucoup plus pertinent. Au XXe siècle, on commence le XXe siècle avec un, un mouvement d'ailleurs. Donc on est sur des lois. Donc pour votre culture,
1870, Napoléon III ruine la France, on perd l'Alsace et la Lorraine, et la France, ça va pas très bien. On se relève petit à petit, et, et, et la société euh, commence à se dessiner avec des villes densifiées, un système industriel avec des travailleurs très pauvres. Il va y avoir ici, donc on est de nouveau sur un système, là on est sur de la République, et il va y avoir quelques lois emblématiques que vous connaissez. Entre 1902 et 1905, on a l'enseignement public, les lois Jules Ferry, on a la séparation de l'Église et de l'État, donc on a des lois vraiment très importantes qui vont mettre en place, qui seront vraiment structurantes sur le XXe siècle. Et dans ce qui nous concerne ici, c'est une loi de 1902 relative à la protection de la santé publique. Je vous ai copié deux articles importants. L'article 9. Lorsque pendant 3 années consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France. Donc vous voyez déjà qu'il y a des critères de qualité maintenant qui sont quantifiés. Il y a comme un institut national de statistique, l'INSEE, il s'appelait peut-être pas l'INSEE, mais le préfet est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder soit par lui-même, soit par la commission sanitaire de la circonscription à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune. Donc pour l'instant, on n'est pas sur de la prévention là. On est en gros, il y a un schéma, il y a des objectifs. S'il se passe quelque chose comme ça, c'est que c'est pas normal, il faudrait regarder. Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie des faits, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Ils n'ont donc pas obligé forcément toutes les villes à avoir une production d'eau potable et une gestion de l'eau usée comme Paris, mais par contre, si ce que tu faisais entraînait de la mortalité, eh ben, l'État te le rappelait. Ce qui fait que ça va inciter beaucoup de communes à se mettre à niveau, on va dire. Alors, ça va être lent. Hein. Entre 1902, il faudra en fait compter les 50 premières années du XXe siècle pour que l'immense majorité des communes aient de la production d'eau potable et du traitement de l'eau. Et même en fait, formellement, l'accès à l'eau courant dans chaque maison en France, c'est 1981. Article 10. Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source pour le service d'une commune déterminera s'il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d'épandre sur les terrains, compris dans ce périmètre des engrais humains, et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. Donc là, c'était un point de vue assez important, et c'est là où se définit une vision spécifique un peu de la France, c'est que l'État va s'octroyer la paternité, la propriété de tous les endroits de captation de sources publiques. C'est pas parce qu'une entreprise va être mandatée pour faire de la production d'eau potable, là, par exemple ici au Lyon d'Angers c'est la SOR, c'est pas parce que c'est elle qui gère l'usine que l'eau est à elle. L'usine est à la France, d'accord. L'eau est à la France, elle est juste mandatée comme opérateur. Et c'est pas du tout le cas par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, tu es propriétaire. Si tu as de l'eau dans ton terrain, l'eau t'appartient. En France, tout ce qui est dans les sous-sols, les nappes et tout, elle appartient à la France. Point. Si jamais tu veux l'utiliser, donc là, et c'est déjà marqué à l'époque là, si tu veux forer un puits, déjà il ne faut pas que ce soit à côté d'un puits où on est en train de capter pour du public, et ce sera sous autorisation. Et chose importante, il y a encore maintenant, et il a été élargi, des périmètres de protection autour des captations d'eau, et les champs qui sont autour des zones de prélèvement ont des niveaux de protection supérieurs pour éviter, logiquement, la pollution de cette eau-là. Donc là, on est en 1902. On voit qu'ici, on est sur la mise en place d'un service public de l'eau potable. Et
Donc voilà, là, en fait, le cadre est lancé. Le texte incite un peu sur le devoir de l'État. Il y a un article que je ne vous ai pas mis, mais sur les peines encourues si jamais quelqu'un fait une dégradation ou une pollution volontaire ou accidentelle. Si tu mets des matières fécales dans le site de prélèvement, parce que probablement à l'époque, euh, il n'y avait pas vraiment de traitement de l'eau potable. On considérait que l'eau qui était prélevée était suffisamment propre et il ne devait pas y avoir quelque chose de très particulier. Donc si tu mettais de la merde ou un cadavre, ça allait directement dégrader la situation dans la fontaine. D'où il y avait une amende assez sévère. Il n'y a rien du point de vue industriel. C'est-à-dire que jamais on dit bah, si jamais l'usine ou voilà, c'est pas à l'époque ça n'existait pas. Ou en tout cas, c'est pas directement mentionné. À l'échelle internationale. Donc, la structuration en termes d'eau potable, etc., on est à peu près sur les mêmes timings hein, sur certains pays, et certains pays sont allés plus vite, d'autres un peu moins vite, mais grosso modo, au XXe siècle se met en place l'idée que pour les villes, il faut un réseau d'eau potable et un réseau de traitement des eaux. Moi, je voulais dire à l'échelle internationale, d'après vous, à quel moment va venir se rajouter l'idée de l'impact écologique, du besoin de la qualité de l'eau dans un milieu écologique. C'est-à-dire à quel moment on va commencer à arriver les premières réflexions et la première organisation de, d'un objectif, cette fois-ci, qui n'est pas uniquement centré sur l'humain. Est-ce que Moi, je dis au début des années 90, 90, pourquoi tu dirais ça? euh, parce que c'est en 92, je crois, il y a eu un rassemblement entre les États par rapport à l'environnement et tout. Je me dis que ça doit être dans ces eaux-là que les gens commençaient pas à prendre conscience Alors, de... merci de... Alors, en fait, toi, tu as retenu, effectivement, euh, une conséquence. C'est-à-dire que tu as déjà... Il y a eu un mouvement, et une des conséquences, et on va le voir, hein, effectivement, c'est les accords de Stockholm, et les premiers accords. Mais là, en fait, ça veut dire que le politique s'est mis autour de la table et a commencé à dire, OK, bon, on va faire ça. C'est rarement eux qui initient. C'est-à-dire qu'en fait, en amont, il y a eu des choses qui remontent le long de la chaîne décisionnaire. Et pour que ça arrive à un accord international, il s'est passé des choses. Mais par contre, tu as raison. Et ton jalon historique, tu peux le garder. Effectivement, début des années 90, on va voir en fait quelque chose qui va commencer à arriver. D'après vous, qu'est-ce qui va initier une réflexion sur l'impact de notre vie sur l'écologie, sur la biodiversité, etc. Quand l'activité anthropomorphique enfin, aura commencé à avoir un trop gros impact sur le biotope, encore une fois, et des impacts cette fois-ci irréversibles. Alors, euh, alors, en fait, tu me dis, quand ce sera flagrant, on va commencer à passer à l'acte. Là, je pense que ce serait bien. Malheureusement, je pense que maintenant, enfin, tu peux voir que l'impact de notre vie est un impact flagrant sur le climat et on est loin c'est loin d'être suffisant pour ça. Mais les premières réflexions vont amorcer et vont mettre en fait vont se focaliser sur des points un peu plus subtils et moins directs. C'est-à-dire que sinon, en fait, on n'aurait rien fait dans les années 90, s'il faut que ce soit flagrant. Je ne sais pas Quand si ils vous ont avez pu découvert voir. le trou dans la couche d'ozone. Alors, par exemple, dans le trou de la couche d'ozone, etc., ça, c'est des choses que vous avez pu entendre. Oh, et encore, vous étiez peut-être petit, donc moi, j'étais déjà pas très vieux.
Mais ça, c'était un truc un peu flagrant. Donc là, ce qu'a dit Mohamed et ce que tu me dis, Axel, c'est vrai. Le trou de la couche d'ozone, c'était une démonstration flagrante qu'il s'est passé des choses. Donc, on a pris acte. Et notamment, c'était certains gaz qui étaient rejetés, où on a dit, ben, stop. Mais les premières, les premières idées, euh, elles sont un peu plus vieilles que ça. Alors, juste pour rappel, en termes d'organisation à l'international, l'ONU, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait la Société des Nations, au passage, hein, quand même, après la Première Guerre mondiale, mais ça avait pas super bien marché. L'ONU, c'est après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, les premières grandes dates du droit international de l'environnement, c'est régulation de la chasse à la baleine. Donc là, on pourrait dire, on voit les stocks de baleines qui disparaissent, etc. C'était aussi une façon de, entre guillemets, punir les Japonais. En plus, même si ils s'octroient des prélèvements soi-disant scientifiques, mais grosso modo, là, il y avait une première régulation, on va dire. Voilà, on arrête de chasser la baleine. De toute façon, économiquement, c'est moins rentable qu'avant. En 1948, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et là, en fait, on voit des bases d'associations scientifiques qui, effectivement, s'occupent de signaux plus faibles, euh, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas le commun des mortels qui va forcément s'occuper de ce genre de signaux, mais les scientifiques qui seront les premiers dont leur travail, par exemple, s'est occupé de biologie animale, biologie végétale, qui vont s'organiser en réseau, puis en union, et avec comme objectif de faire passer un message pour la conservation de la nature, pour la protection des végétaux. La Convention pour la protection des obtentions végétales en 61, elle, c'est plus la propriété intellectuelle en réalité. C'est-à-dire que quand tu mets en place une nouvelle poire, c'est un brevet. Là, donc c'est pas la même optique, mais on est sur la même chose. On est sur les mêmes dates. Et en 1961, on a WWF qui elle est une association grand public pour justement le maintien de la préservation de la biodiversité, etc. Et ça, c'est pas suffisant. Ce qu'il a fallu, c'était un livre, notamment, c'est-à-dire un acte de vulgarisation qui touche le grand public, et notamment pas ceux qui sont déjà sensibilisés, c'est-à-dire pas des personnes qui s'intéressent déjà à la biologie animale, à la biologie végétale, qui sont pas déjà dans le milieu associatif, mais vraiment tout le monde. Et en fait, on a une autrice, Rachel Carson, qui s'occupe normalement de baleines, au passage, et qui a écrit un best-seller qui s'appelait The Sea Around Us, où il parlait de la mer, etc. Et qui avait déjà eu un succès confortable. Donc, en troisième bouquin, elle a eu le droit d'écrire ce qu'elle voulait. Et elle a fait un roman de fiction qui s'appelle Le Printemps silencieux, où elle décrit quelque part quelque chose de futuriste, mais de crédible, où il n'y a plus d'oiseaux et on n'entend plus de chants d'oiseaux. Donc c'est la mer qui nous entoure en 51, en 62, le printemps silencieux. Donc on est à la même période que WWF. Et en gros, nous, notre impact fait que les printemps suivants sont silencieux du chant Robin, c'est du rouge-gorge. Et, et c'est pas parce que on a tué les rouges-gorges directement, mais parce que le poison que nous avons inoculé a traversé étape par étape toute la chaîne de la nutrition alimentaire, la chaîne alimentaire, jusqu'aux oiseaux. Et en fait, elle explique de façon pédagogique, mais aussi littéraire, ce qui se passe et l'impact de l'activité humaine, notamment aux États-Unis. Alors, ça n'a pas été très 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 bien reçu
par les industriels, hein. Et donc, on voit ici le printemps silencieux qui est maintenant un été bien bruyant. Et, euh, et donc là, l'article commence par non pas citer les industries chimiques, c'est les industries des pesticides qui comptent pour 300 millions de dollars, ont été quelque peu irrités par cette autrice euh, simple, silencieuse, dont les scientifiques, les travaux précédents sur la science avaient reçu des acclamations pour leur beauté et leur précision. Et donc, grosso modo, là ici c'est marqué, dans son dernier travail, par contre, Miss Carson n'est pas vraiment euh, gentille, douce, etc. Elle s'attaque ouvertement à ça. Et donc là ici, en fait, en gros, euh, l'industrie est allée contre. Le grand public a été sensibilisé. Mais ça n'a pas non plus eu un impact politique. Alors juste pour information, moi je parle de ce livre depuis quelques années, et il y a 3 ans, il y a des collègues à vous qui sont partis, qui voulaient travailler en fait dans la chimie maritime, c'est-à-dire la chimie de l'environnement des milieux marins, et ils sont allés donc à un master en fait à Brest. Et ils m'ont dit que ils ont commencé le master et la première recommandation du premier cours c'était le printemps silencieux de Carlson. Et donc là-dessus, ça n'a pas non plus. C'était un moment déclencheur, mais indirect. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des jeunes en Californie. On est dans les années 60. Ça va commencer à émerger sous le mouvement hippie. Et en fait, on a toute une partie de jeunes qui, eux, sont très sensibles aux idées en fait romantiques et aux idées d'écologie. Et ils ont souvent été décrédibilisés, moqués. Mais en réalité, les enfants hippies, euh, derrière, il y avait aussi des familles riches. Et, euh, et en fait, c'est par ce biais-là que certains politiques ont décidé d'agir. Non pas parce qu'ils étaient nombreux et qu'à Woodstock, il y a eu plein de monde, mais c'était leurs gamins et que à table, le message est un petit peu passé de façon un peu indirecte. Il y a eu des affrontements, tout le monde n'est pas converti. Tous les enfants de hippies n'ont pas converti leurs parents de devenir comme ça. Mais c'est à partir des années 70 que vont arriver l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, et en fait c'est le premier ministère de l'environnement, et c'est le premier pays qui le faisait. Alors les 4 dernières années, Trump n'a pas montré l'exemple à l'échelle internationale, mais entre les années 70 et jusqu'à récemment, les États-Unis étaient à la pointe de la politique environnementale. Ce qui s'est programmé après directement, puisque l'ONU étant à New York, en fait, on a eu le programme Man and Biosphere, la conférence mondiale de Stockholm, qui va mettre après un moment avant de faire des accords, etc. Et en 72, on a le patrimoine mondial de l'humanité, avec l'idée de préservation, de conservation de monuments historiques, mais aussi naturels, avec des zones après, etc. Donc ça, euh, pour les rejets, sera un impact important. Donc là, je remonte le fil. Les réseaux d'évacuation existaient avant ceux de la distribution d'eau potable. On avait bien compris que si tu laissais ta merde, c'était pas agréable. Donc il y avait l'idée qu'il fallait évacuer tout ça. Et à Londres, qui va être à un moment donné la grosse ville qui va attirer des industries, etc., c'est là qu'arrive la révolution industrielle. La densité croissante et phénoménale va faire qu'il va falloir s'améliorer sur les réseaux d'évacuation. Ils vont comprendre que les effluents
et l'auto-épuration ont besoin d'un débit minimal. Donc très vite, si la concentration est trop forte, il va falloir faire du lagunage. On en a parlé. Au XXe siècle, hein, on avait vu que on arrive à avoir des critères. On sait notamment sur la partie des matières fécales, etc. Mais sur les rejets, parce que là c'était plutôt de l'eau potable, sur les rejets, en gros, il faut qu'ils soient suffisamment dilués, mais il n'y avait pas encore de point de vue de toxicité. C'est à la seconde moitié du XXe siècle, et notamment on voit hein, l'arrivée dans les années 60-70, que vont arriver des premières normes sur les rejets. Et donc en France, c'est 1964 sur des lois d'objectifs de qualité de l'eau en général, avec une notion d'environnement. D'où et au passage, là je ne l'ai pas mis, mais c'est au début des années 70, en fait, 70 aux États-Unis, c'est 73, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui crée le premier ministère de l'Environnement. Et c'est à ce moment-là que vont arriver en masse les stations à bout activées. Donc c'est en gros une usine où il va y avoir une épuration naturelle, mais que l'on va activer. C'est-à-dire en fait on va mettre des boues pour qu'il y ait plus de boues qui vont se développer naturellement, pour qu'on puisse directement bioréguler, c'est-à-dire que les boues vont manger la matière organique pour se développer. Et comme on l'a enrichi, on a rajouté des boues, on les appelle activées. Et ce sont des bassins, en fait, on va les brasser, on va les aérer quand il le faut, etc. Donc c'est beaucoup plus efficace pour une petite surface que du lagunage. En 90-91, on a des premières directives européennes, et c'est là, effectivement, dans les années 90, où on va devenir être plus précis. Déjà, on connaît un peu mieux le fait qu'il n'y a pas que la matière fécale. Avec les trous de couche d'ozone, on va voir que certains composés chimiques sont problématiques. Donc là, on va commencer à traiter les nitrates, les phosphates, qui pendant 20 ans ont été largués comme ça dans les cours d'eau. Et là, on se dit non, en fait, c'est pas possible. Et maintenant, après tout ça, on a commencé à rassembler des listes de polluants. On va terminer en fait par ça, et ça va vous permettre de comprendre où est-ce qu'on en est et la marge de progression encore. Il y a 50 composés, au moins. Vous avez le numéro CAS, le numéro UE, c'est-à-dire en fait un numéro d'identification. Vous avez le nom de la substance prioritaire. Alors, au passage, parfois c'est un nom scientifique, parfois c'est un nom commercial. À la chlore, vous voyez bien que, déjà d'une part, il y a un chlore dedans, mais le nom vraiment scientifique est beaucoup plus long que ça. Par contre, la deuxième ligne, c'est bien de l'anthracène. Alors, ici, vous avez quoi? Un cycle aromatique, une amine, donc là une amine tertiaire, mais en fait on a une amide. Donc ça, ici, cette fonction amide, elle est particulièrement utile dans le vivant. Le chlore, beaucoup moins présent. Avec un noyau aromatique qui lui est peu biodégradable, mais il y a quand même beaucoup de médicaments et de petites molécules aromatiques. L'anthracène, lui, par contre, effectivement, on est déjà sur un polycycle aromatique. Lui, il est totalement non biodégradable. Il va rester là un bon paquet de temps. L'atrazine, on a quoi? On a un cycle aromatique avec 6 électrons pi, mais on a aussi du chlore. On a une amine. En fait, si on enlève le chlore, cette molécule, elle est active dans le vivant. Et il y a beaucoup de pesticides, d'insecticides et tout ça qui marchent comme ça. C'est-à-dire que il y a une partie de la molécule qui est tout à fait biocompatible, et tu lui mets à côté un chlore ou un composé comme ça, et ça va générer une certaine dangerosité. Alors, ici, par exemple, on a un phosphate. Les phosphates, déjà, sont utilisés dans le système nutritif des végétaux, mais à côté, tu mets un cycle aromatique chloré. Alors, des fois, ça, c'est pas forcément un insecticide. C'est des fois uniquement une molécule qui a tendance à réagir avec du chlore quand il y a eu pendant des années, on a foutu du chlore un peu à tire-larigot, et ça a généré un polluant rémanent
qui est maintenant on trimballe pendant des années. Mais parfois, les insecticides marchent comme ça, c'est-à-dire que tu prends quelque chose qui est biocompatible et tu lui mets un halogène ou des halogènes à côté. Tu as bien sûr aussi des métaux. Donc là, ici, vous avez encore un composé aromatique, mais là, vous avez le cadmium, vous avez tous les chloroalcanes. Donc là, on a chlore, donc dichloroéthane, chlorométhane. Hein, d'accord. Celui-ci, on le connaît. Les phtalates. Donc les phtalates, c'est ceux qui sont comme ça, là, avec ici le cycle aromatique et les deux. Donc, voilà, le diuron, donc là, après, je ne l'ai pas mis. Fluoro, donc il y a du fluor. Hexachlorobenzène, par exemple. Hexachlorobutadiène. Hexachlorocyclohexane. Isoproturon. Donc là, ici, on a un noyau aromatique avec une liaison amide. Ça semble biocompatible, mais comme il y a un noyau aromatique, il est assez stable. Et en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'halogène que c'est pas non plus euh, ça n'apparaît pas dans la liste. Après, il y a le plomb, le mercure, le nickel. Le plomb, en fait, c'était pas de bol. Au départ, comme le plomb, c'est assez facile à travailler. On faisait des tuyaux d'acheminement de l'eau en plomb. Et après, on a vu que c'était peut-être pas une bonne idée. Donc depuis, c'est du béton ou du plastique. Le naphthalène. Après, il y a des phénols. On a ici des hydrocarbures aromatiques polycycliques, la cymazine. Donc là, ici, on voyait encore ce cycle-là avec. Non, c'est bizarre celui-là. C'est pas le même là. Si j'ai pas. NH. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Mais c'est assez similaire. Les tributylétains, la chimie de l'étain en règle générale presque. Trichloro, trifluorazine, donc là c'est pareil, c'est avec, donc là on a des dinitro mais on a du fluor. Le dicophénol, donc ça ressemble aussi au DDT, mais donc là par exemple ici on avait un insecticide, et celui-ci est fortement responsable donc là c'est une version alcool, hein. Normalement si tu as juste un H par exemple ici tu as un insecticide, et celui-ci il avait un impact non négligeable sur la chimie atmosphérique et le trou de la couche d'ozone. Or, c'est des composés similaires aussi qui servaient parfois avec les composés fluorés à servir de refroidissement dans les frigos, etc. Dans les frayons. Donc tout ça, on a dit stop. Et après, il n'y avait pas forcément des produits de remplacement. Mais comme on les avait produits en masse, bah, le temps de s'arrêter, etc. Alors, ici, donc il y en a 45, je crois que. Hop là, c'est ça. Ce que l'on peut voir, c'est que la liste de polluants prioritaires en Europe et dans le monde, c'est une liste qui n'est pas systématique. Vous pouvez remarquer qu'ils n'ont pas dit tous les chloroalcanes ou tous les composés chlorés, ou de manière générale, tout composé organique halogéné est potentiellement dangereux. Ah ben non, après on ne pourra plus rien faire. Donc il y a un équilibre entre la marge de manœuvre et la loi. Mais là actuellement, en fait, on a une liste. Et rentrer dans la liste, par exemple sur les perturbateurs endocriniens, il y a encore une vraie bagarre dessus. Il faut être capable de dire que ce produit est clairement mauvais. Donc là, tous ceux qui sont sur la liste, eux, clairement, sont mauvais. Celui qui ressemble beaucoup, mais dont on n'est pas sûr si c'est mauvais, un scientifique se doute qu'il y a des fortes chances qu'il ne soit pas bon, mais des fois c'est plus difficile à démontrer, etc. Et c'est là où je pense on atteint les limites en fait. C'est-à-dire que la liste va s'agrandir, mais à moins qu'on fasse de bonnes avancées sur la partie toxicologique, peut-être qu'un jour on comprendra mieux les mécanismes, on pourra dire tout composé aromatique qui possède une position 1, 4 halogénée sera forcément toxique. Comme ça, les industries, voilà, ils seront calmés, ils disent bah, cette voie-là, c'est pas possible. Ça va générer une toxicité. Donc, on a des critères globaux. On sait qu'il n'y a pas d'agents pathogènes, etc. Sur la partie
euh, critères spécifiques, on a une liste prioritaire. Au passage, vous y pas, il n'y a pas l'aspirine, le doliprane ou des trucs comme ça. Or, on sait que la quantité de doliprane dans l'eau, c'est un peu problématique, mais c'est pas encore dans une liste européenne et c'est pas encore une obligation légale. Donc, ce, ces débats-là, ces discussions-là, ça existe encore à l'heure actuelle. Il faut que la, la pression euh, des gens, mais aussi des scientifiques, euh, participent au débat. Et justement, une des grosses questions sur la partie européenne, c'était que ceux qui s'occupaient de la liste des, euh, des polluants prioritaires, ils étaient un poil trop sensibles au discours des lobbies industriels. Et ça n'avait pas été construit avec genre un tiers d'État, un tiers d'usagers, un tiers de scientifiques. Donc c'est ça, y a des marges de progression là-dessus, certainement à faire. Et en termes de recherche aussi, il y a certainement des choses à faire. Sur ce, j'en ai fini pour ma partie. Vous allez traiter la partie d'analyse et DTP avec Maxime. Vous allez après, à un moment donné, on devrait retourner vers vous pour vous dire quand notre collègue libanaise viendra vous parler de la partie du traitement et notamment ce qui s'est passé au Liban, comment ça se passe au Liban en situation compliquée. Et donc là, si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de problème.